voilà, donc je vais vous présenter des travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle CoWeb. C'est un programme commun avec Intésar, Thibaut Guégan, moi-même, Laurent Cordier, qui suis directeur de recherche au CNRS à Poitiers, Institut Péprime, et qui suis également directeur d'un GDR sur le contrôle des écoulements. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu par la suite. Et puis, 3 personnes qui viennent de Paris Sud, dont un qui travaille actuellement à l'INORIA dans le projet TAO. Donc, voilà, j'ai choisi en fait un petit peu comme guide, étant donné justement la disparité au niveau des présentations, de revenir un petit peu sur la base en fait, et puis de vous préciser un petit peu ce que c'est qu'un écoulement. C'est un mot qu'on utilise très souvent. Et là, donc l'idée, c'est sur le plan transparent de vous dire en fait que tout s'écoule et que tout finalement en fait, ce que l'on connaît dans notre vie de tous les jours, va s'écouler. Simplement, c'est l'échelle de temps qui va changer. Alors, bien évidemment, en fait, que dans les écoulements, il y a les écoulements typiques, on va dire, d'air ou d'eau. Ce sont les écoulements les plus facilement rencontrés. Et ça a beaucoup d'applications, en particulier sur toute cette colonne-là, pour tout ce qui est système de transport. Donc, c'est bien évidemment, en fait, tout ce qui va se passer autour de l'aérodynamique des véhicules, des trains, des bateaux, des avions. Mais c'est également, en fait, quelque chose qui va avoir beaucoup d'applications sur tous les systèmes énergétiques. Donc, que ça soit pour des écoulements internes, donc ici à l'intérieur d'un moteur de voiture, que ça soit pour des écoulements dans des moteurs d'avion, que ça soit en fait ici là au niveau du bruit qui est généré en fait par des réacteurs d'avion, dans lequel l'objectif va être de réduire le niveau de bruit, ou au contraire en fait ici on a donc l'image d'un champ d'éoliennes et dans lequel l'objectif ça peut être de faire de la récupération maximum d'énergie dans un champ d'éoliennes. Et puis la dernière colonne, en fait, qui est encore à un autre niveau d'échelle, c'est plutôt effectivement une échelle dans laquelle, dans notre jargon, on appelle ça plutôt du génie des procédés, c'est-à-dire qu'on va essayer effectivement de considérer la mécanique du fluide qui intervient dans des procédés complexes de fabrication, dans des usines. Ici, vous avez l'exemple en fait de la fabrication d'une peinture, en fait, dans lequel on va vouloir éventuellement contrôler. Et puis une dernière application qui est un peu particulière, qui est toute la biomécanique, c'est-à-dire tous les écoulements sanguins en particulier. Donc, tous ces différents champs d'application, c'est effectivement, ça concerne la mécanique des fluides, ça concerne donc tout ce qui va s'écouler d'une manière ou d'une autre. Alors, normalement, voilà. Donc, pour vous préciser en fait un petit peu donc, le sujet en fait, sur lequel on travaille sur des choses qu'on appelle du contrôle d'écoulement. Et pour illustrer ça, en fait, le mieux, c'est de partir effectivement d'un exemple de tous les jours, qui est un véhicule automobile. Les véhicules automobiles, ils vont avoir un écoulement qui va venir de la gauche vers la droite. Donc, à l'amont du véhicule, il va y avoir des niveaux de pression élevés. Dans le sillage du véhicule, il va y avoir des pressions qui vont être plutôt faibles. Et donc, il va y avoir des grands tourbillons qui vont être créés dans le sillage en fait, de ces véhicules-là. Et ces grands tourbillons vont avoir tendance en fait, à faire perdre énormément d'énergie au véhicule. En particulier, on a à peu près 50% donc, de l'énergie totale en fait, d'un véhicule qui est perdue lorsque l'on roule en fait, sur une autoroute. Et tout ça, en fait, c'est parce qu'il y a création d'une force particulière, en fait, qui est la force de traînée, donc drag en anglais, en fait, que l'on voudrait essayer de minimiser pour pouvoir optimiser les véhicules. Ici, en fait, vous avez la même chose, sauf que bon, cette forme de véhicule, on va dire que l'on rencontre en fait un peu, est beaucoup trop complexe en fait pour être étudiée par nous dans les laboratoires. Et donc, on va simplifier cette forme-là et on va considérer un corps particulier, en fait, qui est ce qu'on appelle un corps de Hamed, qui est un corps qui est très souvent utilisé dans le domaine automobile pour faire des études simplifiées. Le principe, c'est effectivement, donc vous avez donc un corps qui correspond effectivement à un corps parallélépipédique. Vous avez un écoulement qui vient en fait le frapper, donc ici de la gauche vers la droite. Et l'objectif, eh bien, ça va être en particulier au laboratoire, avec des études expérimentales que je ne fais pas, de pouvoir contrôler en fait le système. Donc contrôler, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire, par exemple, dans le culot, en fait ici du corps, rajouter en fait des fentes par lesquelles on va venir souffler de l'air. Et en soufflant de l'air, on va avoir tendance à faire recoller l'écoulement dans le sillage et donc à minimiser la traînée qui est provoquée par le véhicule. Donc, toutes ces choses-là, en fait, qui sont décrites ici sur cette image-là, c'est des choses qui ont été faites au laboratoire il y a quelques années. Et la difficulté, c'est de déterminer la loi de contrôle que l'on doit utiliser pour pouvoir souffler de manière optimum. Et tout le travail que l'on va faire, en fait, après par la suite, ça va être effectivement ça. Ça va être d'essayer de déterminer la loi de contrôle à imposer à un système pour pouvoir obtenir une réduction, en particulier de la traînée. Si on revient un petit peu de manière historique, c'est quelque chose en fait que l'on traite depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, historiquement, dans nos domaines de l'engineering, on traite plutôt ces aspects-là avec des approches basées modèles.
On a effectivement un petit peu, comme ça a été vu tout à l'heure, en fait, avec la balle de ping-pong, on a a priori des modèles que l'on connaît. Et en particulier, pour un système de mécanique des fluides, on a un modèle qui est très bien connu, c'est le système de Navier-Stokes, donc qui n'est pas écrit en fait ici, mais c'est un système d'équations dérivées partielles qui va nous donner l'évolution dans le temps et dans l'espace de la vitesse et de la pression de l'écoulement. Donc, c'est un modèle qui est très connu, mais la difficulté de ce modèle-là, c'est que tout d'abord, en fait, c'est un modèle qui est fortement non linéaire. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est un modèle qui va être très coûteux à résoudre numériquement, quand on veut le résoudre numériquement. Et c'est un modèle, en fait, comme il est fortement non linéaire, la moindre perturbation ou la moindre erreur que l'on commet en fait, dans les mesures vont avoir tendance à s'amplifier. Et donc, on ne va pas être capable de prédire, finalement, de manière fine, l'évolution du système. Autre difficulté, c'est un modèle de très grande dimension. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer en fait un petit peu par la droite. On retrouve mon corps de Hammett, c'est-à-dire mon parallélépipède. L'écoulement vient toujours en fait ici de la gauche et vers le sillage. Et on voit en fait ici, là, ce qui a été représenté, c'est finalement une représentation de manière fine de l'écoulement qui se produit tout autour en fait de ce corps de Hammett. Donc on voit en fait que bien évidemment au niveau du corps amont, on a très peu de ce qu'on appelle des structures. On a des formes en fait, qui sont très lisses, et plus on va en aval, plus on voit en fait effectivement des structures qui sont très fines et qui sont de plus en plus fines lorsque l'on va vers l'aval. Je rappelle en fait effectivement que la traînée, nous, on voudrait essayer de prédire ce qui se passe dans l'aval effectivement de ce système-là. Donc l'inconvénient d'avoir comme ça en fait des structures très fines, c'est qu'il va falloir effectivement des toutes petites échelles de temps et des toutes petites échelles d'espace pour pouvoir représenter la dynamique spatio-temporelle de ce système-là. Donc, inconvénient majeur, c'est que tous les modèles effectivement qu'on a essayé de développer depuis une vingtaine d'années, même en faisant de la réduction de modèles par différentes techniques, avec des techniques d'optimisation du type contrôle optimal qu'on peut utiliser en mathématiques appliquées, c'est qu'à chaque fois, en fait, on est face à un système de très grande taille et en plus très fortement non linéaire. Autre inconvénient, donc, je l'ai un peu dit, c'est que c'est un modèle, le modèle de Navier-Stokes, il a beau être connu, il est inutile en fait finalement pour faire du contrôle en temps réel, puisqu'il faut en fait souvent des heures de simulation numérique pour obtenir une solution comme ça. Et puis c'est un modèle il a beau être théorique, c'est un modèle qui est imparfait, c'est-à-dire que dès qu'on introduit une perturbation dans le système, finalement ce modèle se comporte très mal. Donc dernièrement, depuis 3 ou 4 années, en fait, typiquement, on s'est orienté donc, vers des approches plutôt du type data-driven, du type machine learning, statistical learning, et c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Et en particulier, on s'est orienté donc vers les méthodes de reinforcement learning. Ce qui nous intéressait, nous, effectivement, c'était vraiment de pouvoir déterminer la loi de contrôle à imposer à mon système fluide pour pouvoir minimiser la traînée. Et donc, en regardant effectivement un peu de plus près, en fait, on s'est dit que finalement, pour cette tâche-là, c'était donc le reinforcement learning qui était le plus approprié. Donc, l'idée, c'est maintenant effectivement de mettre le reinforcement learning dans le contexte des équations de Navier-Stokes ou inversement. Donc, on peut effectivement mettre ça en fait dans ce contexte-là assez facilement. Donc, on a un problème d'entrée. Les entrées en fait que l'on va considérer finalement en fait un peu par la suite, ça va être des observations que l'on va réaliser. Alors, contrairement en fait à ce que j'ai vu précédemment, dans lequel vos observations ce sont souvent des images, voire des films. Nous, ce que l'on voudrait en fait, on voudrait un système qui soit applicable en temps réel sur les systèmes, et donc bien évidemment, on aura très peu d'observations et les observations seront également fortement bruitées. Donc, on ne peut pas utiliser en fait d'images a priori pour ce type d'études-là. Donc, les observations, ce sera plutôt des données de traînée, alors des données de portance dont je n'ai pas parlé, qui sont la force opposée, et puis d'autres données en fait sur le système éventuellement. Au niveau de ce qu'on appelle les sorties, ça va être les commandes que l'on va envoyer à nos actionneurs pour pouvoir maximiser la récompense. Et la récompense, on va pouvoir nous s'intéresser principalement dans le cadre de ce que je vais vous montrer par la suite, à essayer de minimiser la traînée. Mais on peut bien évidemment en fait, essayer de se poser d'autres problèmes. En aéronautique, en fait, en particulier autour des profils d'ailes d'avion, ils sont plutôt intéressés effectivement par maximiser la portance. On peut également en fait s'intéresser à des problèmes de prédiction en fait de solutions données. Donc, pour pouvoir faire tous ces développements de reinforcement learning, en fait, qui sont vraiment très récents dans l'aspect mécanique des fluides et en engineering en général, on a considéré en fait un système simplifié en fait qui est représenté en fait ici. C'est le système justement qu'on appelle fluidic pinball en fait, c'est-à-dire que on a un écoulement qui arrive encore une fois de la gauche vers la droite. Vous avez 3 cylindres en fait qui sont positionnés avec un triangle équilatéral, peu importe, et chacun de ces cylindres-là, on va pouvoir les faire tourner sur eux-mêmes. Donc, on va avoir 3 paramètres de contrôle, donc une vitesse de rotation pour chacun de ces cylindres,
Donc, une vitesse de rotation pour le cylindre front, une vitesse de rotation pour le cylindre top et une vitesse de rotation pour le cylindre bottom. Donc ça va être nos 3 paramètres de contrôle que l'on va vouloir en fait essayer de déterminer par reinforcement learning. Et puis l'objectif, on va le voir un petit peu par la suite en fait après, ça va être donc de minimiser la traînée. Je vais vous dire en fait après comment on va faire ça. Donc ça, c'est un modèle numérique 2D qui est très simple en fait à résoudre et qu'on peut donc exécuter très simplement sur des machines de calcul tout à fait normales. Au niveau, voilà, au niveau des points d'observation, on essaye de se mettre en fait dans un cas réaliste, le plus réaliste possible. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de se donner des sondes d'observation qui sont dans le sillage, en fait, ici. Et l'objectif, c'est vraiment de prendre le nombre minimum, en fait, de sondes d'observation dans le sillage, de telle manière à ce que, dans les cas réalistes, effectivement, de toute façon, on n'aura pas de mesures dans le sillage, on aura uniquement quelques mesures éparses, en fait, éventuellement, sur les frontières du système. Donc, le cadre du reinforcement learning, c'est le cadre en fait général dans lequel on va avoir un agent qui va essayer effectivement d'apprendre une loi de contrôle optimum au sens d'une certaine récompense. Donc, il va venir en fait apprendre sa loi de contrôle en interagissant avec l'environnement. Donc, à chaque instant, il va envoyer une certaine action, donc ici A de T. L'environnement va répondre en fait en lui renvoyant un état ou une observation S de T plus 1, et il va également lui renvoyer donc une récompense R de T plus 1. Donc, l'agent, en fait, on a utilisé pour pouvoir faire toute cette étude-là, en fait, une méthode TD3, en fait, donc une méthode de type acteur critique avec un algorithme TD3. L'environnement, en fait, que l'on utilise pour faire toute cette étude-là, c'est sans surprise, donc l'environnement numérique du fluidic pinball. Au niveau, en fait, de l'état, ça va être des capteurs de pression que l'on va positionner dans le sillage. Donc, on mesure uniquement la pression du système. Et puis, au niveau des sorties, c'est-à-dire de l'action, on va donc déterminer donc, les vitesses angulaires de chacun des cylindres. Et au niveau de la fonction de récompense en fait, instantanée, RT ou RT plus 1, ça va être une somme de 2 termes. Un premier terme de performance dans lequel on va essayer de minimiser la force de traînée qui est exercée sur le système. Et puis un deuxième terme de pénalisation dans lequel on va venir pénaliser le coût du contrôle en fait, qui est représenté ici. Et puis on se donne en fait, pour des raisons physiques, un certain range d'évolution des vitesses de rotation. Voilà, donc premier résultat, donc on a considéré en fait tout d'abord le cas donc, de 9 sondes placées, on va dire plus ou moins aléatoirement dans le sillage. On a considéré d'abord le cas où on ne faisait pas de pénalisation, donc on avait un coefficient de pénalisation alpha qui était égal à 0. La première courbe que vous avez en haut, donc c'est l'évolution dans le temps de la force de traînée qui est exercée sur les 3 cylindres. Donc on voit en fait une première phase dans laquelle le système n'est pas contrôlé, et puis une autre phase, en fait, ici, cette phase-là, dans laquelle on applique le contrôle déterminé par reinforcement learning. Et puis sur la figure du bas, donc, vous avez les évolutions des 3 paramètres de contrôle, les vitesses de rotation pour le cylindre de front, de top et de bottom. Donc on peut analyser un petit peu physiquement ce type de solution-là. On voit en fait que le cylindre de front, donc celui qui est en amont, va avoir en fait une vitesse de rotation qui va être environ égale à 0. On commentera ça en fait après un petit peu plus par la suite. Et quant aux 2 cylindres en fait qui sont le cylindre de top et de bottom, eh bien on voit que les 2 cylindres en fait, quand on ne pénalise pas, ils ont tendance à tourner à vitesse maximale en sens opposé, ce qui correspond effectivement parfaitement à la physique de ce type de problème. Si maintenant on pénalise, voilà, donc on considère toujours le cas en fait, dans lequel on a 9 sondes et on pénalise le système, eh bien, sans surprise, en fait, on a donc les performances qui sont dégradées. Donc, on voit en fait que la force de traînée est inférieure par rapport à la réduction qu'on obtenait tout à l'heure. En revanche, en fait, au niveau, cette fois-ci, un petit peu plus physique des solutions de termes de contrôle, on a toujours en fait les 2 cylindres top et bottom qui tournent en vitesse opposée, mais qui ne sont pas en fait à la vitesse maximale qu'on leur avait imposée. Et puis, on voit en fait aussi pour le cylindre de front que cette fois-ci, donc, il tend beaucoup plus en fait vers 0, ce qui correspond effectivement en fait dans ce type de système-là à la solution qu'on attend. Donc, un petit en fait résumé de la différente étude qu'on a fait en fait en fonction du nombre de capteurs de pression qu'on avait considérés. Si on considère en fait 9 capteurs de pression sans pénalisation, on obtient 65% de réduction de traînée. Si on pénalise en fait cette fois-ci la solution avec le même nombre de capteurs de pression, on n'obtient plus que 50% de réduction de traînée, ce qu'on pouvait attendre a priori.
Et on a essayé de regarder, en fait, encore une fois, pour avoir vraiment en fait, quelque chose qui puisse fonctionner dans la réalité, un nombre minimum ou le plus réduit possible de capteurs de pression. Donc, on a cherché à réduire le nombre de capteurs. Quand on considère 3 capteurs sans pénalisation, on réduit encore en fait la capacité de la performance de l'algorithme. On n'obtient plus que, entre guillemets, 35% de réduction de la traînée. Et si on considère en fait uniquement qu'on peut se payer le prix d'un seul capteur de pression quelque part dans le sillage, on obtient en fait 25%. Donc, on constate en fait que, sans surprise, quand on diminue finalement le nombre de capteurs, on n'a pas fait d'étude ici de placement de capteurs optimum, ce qu'on va pouvoir faire par la suite, on a donc une réduction de la performance du système. Donc, on a essayé de travailler en fait pour pouvoir un peu contrer cette réduction de performance du système. Et l'idée qui nous est venue assez vite, c'est quelque chose en fait qu'on utilise beaucoup en théorie des systèmes dynamiques, c'est de faire du plongement. Donc, on a utilisé en fait un théorème de plongement qui est lié en fait à Ruel et Tekens, dans lequel on va pouvoir reconstruire en fait la dynamique du système de manière approchée, mais en plongeant cette dynamique temporelle dans le temps avec des retards. Donc, si on fait ça, donc, on obtient effectivement maintenant le cas en fait, dans lequel on utilise une dynamique plongée avec 4,30 de retard. On utilise encore 3 capteurs de pression et avec pénalisation. Et on voit en fait voilà, comment se comportent effectivement les performances du système. Donc, on retrouve en termes de performance les performances du système que l'on avait dans le cas où on avait 9 capteurs de pression en termes d'observation. Puis ici, donc, vous avez les évolutions temporelles dans lesquelles on retrouve aussi également les tendances à peu près naturelles qu'on attend sur ce type de système. Donc, en résumé, en fait, un petit peu de ces travaux autour du reinforcement learning, c'est vraiment des premières tentatives que l'on fait en mécanique des fluides pour pouvoir appliquer en fait ces techniques de reinforcement learning à des cas en fait un tant soit peu concrets. Comme je l'ai dit, en fait, pour l'instant, on a un placement arbitraire en fait des capteurs en fait qu'on a utilisés dans le sillage. Donc, on va faire une étude effectivement maintenant pour essayer de placer ça en fait en termes d'information de manière optimum pour essayer de minimiser finalement le nombre de capteurs qu'on utilise. Les avantages de ces techniques de reinforcement learning pour nous, mécaniciens des fluides, c'est que, alors, je n'ai pas dit le mot, mais on va pouvoir donc entraîner, en fait, finalement, c'est-à-dire déterminer une solution optimale, non pas pour une seule vitesse, on va dire, amont, mais pour plusieurs vitesses amont. C'est le nombre de Reynolds, c'est ce qui va caractériser notre vitesse amont. Donc, on va avoir une solution qui va être beaucoup plus robuste en général que ce que l'on utilise en fait d'habitude, dans lequel, en général, on fait des études nombre de Reynolds par nombre de Reynolds, c'est-à-dire vitesse amont par vitesse amont. Globalement, en fait, le temps d'entraînement est relativement rapide. Donc, si on compare ça en fait avec d'autres techniques qui sont utilisées dans notre milieu, en fait, c'est en général des choses qui sont beaucoup plus longues, qui sont liées en fait à des algorithmes évolutionnaires. Et là, en fait, on apprend effectivement les choses beaucoup plus rapidement. La difficulté qu'on rencontre un peu en mécanique des fluides, mais c'est aussi une difficulté en fait générale pour le reinforcement learning, c'est qu'on a effectivement toujours en fait un problème de délai entre l'action qui est introduite et la mesure en fait que l'on a finalement de cette action donc dans le sillage pour nous. Et donc on a toujours ce problème en fait de crédit assignment en fait qui va poser problème peut-être dans ce type de cas-là. Ce qu'on est en train de faire actuellement, là, c'est on va effectivement donc, porter ce type d'algorithme-là sur des expériences. Alors, quand on dit expérience, en fait, ici, ce n'est pas encore des expériences sur des véhicules automobiles réels, c'est plutôt des expériences, en fait, donc dans des souffleries aérodynamiques, dans des laboratoires de recherche, dans lesquels on va effectivement mettre une maquette, donc un objet, et on va faire des mesures directement dans un wind tunnel, c'est-à-dire un canal à vent, en fait, dans lequel on reproduit artificiellement, finalement, les écoulements extérieurs. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et puis, voilà, j'avais prévu en fait un petit peu ça. Donc, notre activité de recherche dans mon groupe, c'est de travailler sur le contrôle des écoulements et des transferts. Donc, quand on dit transfert, c'est les transferts thermiques et les transferts de masse. Et c'est quelque chose, on a beaucoup parlé d'interdisciplinarité, eh bien, c'est effectivement quelque chose qu'au croisement, en fait, nous, de pas mal de branches d'activité. Donc, on va dire la mécanique des fluides, un peu classique, hein, peut-être qu'on peut l'étudier en école d'ingénieur, des mathématiques appliquées, en fait, de l'apprentissage automatique, mais également en fait, des techniques d'automatique diverses et variées. Voilà. Je vous remercie et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci pour cette présentation très très claire. Alors, il y a Frédéric et Jean-Pierre qui veulent poser des questions, je crois. Frédéric, vas-y. Je commence. Alors, oui, effectivement, très claire et super intéressante.
Et en même temps, c'est intéressant aussi parce que voilà, c'est le genre de présentation qui doit faire pleurer les physiciens parce que voilà, eux, ça fait des années qui passent à essayer d'expliquer et de mettre les équations de Navier-Stokes, etc. Et puis en fait, vous leur montrez qu'avec une approche data-driven, vous êtes capable, en tout cas, de bien vous attaquer au problème. Donc effectivement, ça peut être à pleurer pour eux. Et donc inversement, est-ce que par exemple, vous êtes capable de leur rendre de l'information? Ça pourrait être intéressant justement après d'essayer de décortiquer un peu votre système pour leur expliquer plus précisément sur quels critères ou sur quel mécanisme exactement votre système se fonde pour prendre ces décisions. Je pense qu'il serait tout à fait Oui, oui. Ouais. preneur pour essayer de faire Alors, faire une approche un peu complémentaire, à la fois basée sur des connaissances et basée sur des données, quoi. oui, oui. Alors, j'apprécie cette question parce que c'est vrai que c'est la difficulté de mon positionnement au laboratoire, en fait, ou dans ma communauté. Je suis mécanicien des fluides, on va dire, au départ de ma formation initiale. Et puis, on arrive à une situation dans laquelle il y a beaucoup de collègues mécaniciens des fluides on va dire, qui croient dans les équations, Mm. qui croient dans Donc, les modèles donc, physiques, donc mais qui, vous êtes un traître, c'est ça? voilà, exactement. Donc, je suis un traître. Donc, ça, effectivement, c'est la difficulté de mon positionnement en fait sur mon activité de recherche. Après, donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Donc, on utilise d'autres techniques de machine learning qui ne sont pas nécessairement décrites ici pour expliquer, en fait, parce que l'enjeu, il faut bien comprendre, en fait, que nous, à l'Institut Péprim, on travaille beaucoup sur les activités de transport, le transport automobile ou le transport aéronautique. Et donc, il y a toujours les problèmes de certification. Il faut effectivement être capable d'expliquer les solutions en fait, que l'on propose en termes de contrôle optimum en fait, d'écoulement, puisque, bon, par exemple, si on imagine mettre en place ce genre de solution-là dans des réacteurs d'avion, il va falloir en fait que finalement ce réacteur-là il soit certifié par le constructeur et certifié par tout le monde. Donc, on travaille en fait également justement sur tout ce qui est explicabilité en fait finalement des solutions que l'on propose. Pourquoi finalement c'est ces mécanismes-là qui ont été sélectionnés et pourquoi c'est pas d'autres en fait. Mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail à faire en fait en termes d'explicabilité en fait des solutions. Oui, d'accord, merci. Et je termine juste par, quand même, par deux petites remarques très très rapides, après je laisse Jean-Pierre parler. Le premier point, là, pour les histoires de crédit assignment temporel, vous avez regardé les techniques du genre trace d'éligibilité? Je pense que ça pourrait être des Oui, techniques… oui, c'est ce qu'on a. Alors, parce que bon, là, ce que j'ai présenté, c'est effectivement des choses. En fait, on avait commencé il y a 4 ans, en fait, en faisant plutôt donc, des techniques discrètes, en fait, au niveau du reinforcement learning, dans lequel on avait regardé effectivement tout ce qui était eligibility trace, en fait, à cette époque-là. Voilà. Donc là, ça ne nous avait pas permis, en fait, complètement. On a vraiment, en fait, d'un point de vue de la physique, on a de toute façon des temps de retard, en fait. Hein. C'est-à-dire que, bien évidemment, un écoulement, c'est un système, en fait, qui va réagir, en fait, en termes du forçage que l'on va lui exercer. Donc, il lui faut un temps de réaction pour pouvoir déployer, en fait, finalement, la dynamique sur lequel la dynamique naturelle, en fait, forcée. Mais ça, probablement, il doit exister des modèles qui pourraient Oui, mais adresser ça. il va falloir l'apprendre, en fait, aussi, quoi, en Oui, fait. oui, bien C'est-à-dire que sûr, bien quelque sûr. part, en fait, bien évidemment, c'est pas constant. Et puis l'autre remarque là, sur le nombre de probes, enfin de capteurs que vous essayez de minimiser, une autre solution, en fait, c'est de les transformer en capteurs virtuels. Autrement dit, vous pourriez bien avoir un autre réseau de neurones dont le travail soit à partir des autres caractéristiques de votre système, de créer des probes virtuelles derrière. Donc vous pourriez très bien garder vos 9 probes, mais en fait en les calculant et non pas en les installant physiquement. Ça pourrait être Ouais, aussi… ouais, ouais, oui, oui, très bonne remarque en fait. Non, c'est vrai, en fait, je suis d'accord. D'accord. Donc Ouais. là dans ce que j'ai montré, les probes étaient en fait dans le sillage, mais en général, ils vont être vraiment sur le système, quoi, en fait, c'est-à-dire vraiment sur les frontières du système. Ok, Mais, donc très bien. En mais tout cas, super intéressant et je laisse Jean-Pierre parler. On Désolé. va laisser Jean-Pierre poser sa question s'il en avait une. Moi, je voulais juste dire que je trouve que c'est des sujets super intéressants parce qu'ils sont à l'intersection, comme ça a été dit, d'approche donnée puis d'approche modèle. Et je pense que ça fait partie des choses peut-être qu'il faudra qu'on essaye de creuser là, dans le cadre du réseau. Donc faire peut-être un jour une session, une journée, je ne sais pas, un truc spécial en gros sur mécanique, modélisation et approche liée à l'apprentissage. Parce que je pense qu'il y a c'est un sujet d'actualité et à plusieurs endroits dans la région. Je pense Oui, c'est le qu'on CNAM a aussi. des Je pense que amis. le CNAM, ça les intéresse aussi, par Ouais, exemple. voilà, Ozar et métier sur Bordeaux, mais on a aussi nos amis du LMAP à Pau, là, qui travaillent sur les turbulences avec des méthodes ouais. telles que celles qui ont été présentées au début. Et ce serait intéressant aussi qu'eux entendent ce genre de choses, je pense. C'est un Alors, sujet qui prend effectivement quoi, juste un commentaire de plus ouais, en plus d'importance au niveau de la région. On discutait d'une chaire en fait Nouvelle-Aquitaine qui va vraisemblablement être mise en place autour de ces activités-là. Donc c'est vrai que les industriels se tournent de plus en plus en fait vers ce type d'application-là. Donc il y a vraiment des vraies questions physiques et des vraies questions en fait à se poser derrière. ouais. Jean-Pierre, avec le micro.
On t'entend pas. Merci, merci Laurent, super présentation. Je rejoins Frédéric. C'est vrai que, et Frédéric m'a piqué une partie de ma question. En fait, c'était la dernière partie de la question de Frédéric sur les sondes. Effectivement, là, je voyais bien aussi une virtualisation en fait, du placement des sondes. Et si petite question pratique, Laurent, au niveau des sondes, c'est vrai que ça va nécessiter probablement, si on place les sondes dans le flux, un support mécanique. Dans quelle mesure ce placement risque de bruiter l'écoulement du flux et peut-être de le perturber? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être négligeable ou c'est quelque chose qui est compliqué à prendre en compte dans les perturbations éventuelles de l'écoulement derrière? Non, mais bon, on peut le faire en fait. On l'a fait expérimentalement, donc vraiment en fait dans des écoulements en fait vraiment dans des wind tunnels en fait ici au laboratoire là, il y a quelques années de ça. L'inconvénient, bien évidemment, en fait en termes pratiques, c'est que si tu considères un véhicule automobile, tu peux rien mettre dans le sillage. Donc vraiment l'objectif, ça va être de mettre tes capteurs sur l'arrière en fait effectivement du véhicule. On aura, c'est d'ailleurs il y a Valeo qui travaille là-dessus. Ils sont en train de développer en fait des carrosseries en fait particuliers dans lesquelles ils vont intégrer en fait dans les bumpers à l'arrière du véhicule des capteurs de pression pour être capable effectivement d'avoir des véhicules en fait aussi qui soient intelligents et qui soient capables de sentir finalement le sillage qui est derrière eux. Je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est vrai que c'est super d'avoir des présentations comme ça qui sont aussi à l'interface de plusieurs disciplines et qui montrent aussi la complémentarité des différentes approches.